Ici, on va étudier un cas concret que j'ai eu dans une usine de plastique. Je vais vous décrire rapidement comment fonctionne le process, sachant que évidemment je suis pas dans le génie chimique ni dans l'ingénierie de process. Ce client, pour produire du plastique, finalement, il utilisait des lignes d'extrusion où, globalement, pour faire très simple, il mettait de la matière première, enfin des matières premières, dans les trémies d'arrivée via un opérateur. Cette matière première arrivait sur la vis sans fin, elle était chauffée, puis ensuite refroidie sous forme de filaments. Ça faisait des filaments donc qui étaient refroidis dans soit des bassins d'eau, soit avec de l'injection d'eau. Et ensuite, en sortie, c'était coupé avec une scie. Puis, selon la granularité, on rangeait ça dans différents bacs. Donc, je vous l'explique de façon sommaire et très simple, à la fois pour respecter son process industriel et aussi parce que j'ai pas plus de compétences que ça dans ce domaine. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Comment est organisé son atelier? Finalement, en fait, il avait 12 lignes de production qui étaient chacune un peu différentes. Et pourquoi il avait ça? C'est qu'en fait, comme tout industriel, il ne vend pas une seule référence, mais plusieurs références qui ont des spécificités, par exemple dans la chauffe ou dans le refroidissement, qui font que on peut pas faire toutes les références sur toutes les lignes. De même, les opérateurs sont habitués à conduire certaines lignes, et donc il n'a pas la flexibilité totale entre tous les opérateurs et toutes les lignes avec toutes les matières. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut 2 opérateurs pour une ligne, c'est-à-dire un pour la conduire et s'occuper des produits finis, et un pour remplir les trémies en amont. On voit également que ce que j'appelais les bureaux avec le RP, au-dessus dans l'usine, où c'est là où ils gèrent les commandes clients et les livraisons. Il y a un autre endroit qu'on appelle le suivi de production, où il y a plusieurs personnes qui gèrent les plannings, qui font l'ordonnancement de la production via Excel ou via du papier, et qui font ça donc basé sur leurs propres connaissances et aussi sur du ressenti forcément, et un peu d'historique qu'ils arrivent à avoir dans Excel. L'autre chose qu'on peut voir aussi sur ce schéma, c'est qu'on a les rituels d'animation à intervalles courts, donc ce qui se passe à la fin des productions, quand on se dit pourquoi on a atteint l'objectif ou pourquoi on l'a pas atteint et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'atteindre. Donc tous ces rituels faits, encore une fois, en papier, sont faits dans ce bureau-là. L'objectif du directeur d'usine ici, c'était surtout pouvoir produire plus, parce qu'il avait de plus en plus de commandes, avec des lots de plus en plus petits. Donc il avait vraiment un grand besoin de produire plus, sans pour autant racheter des lignes en plus. Parce que c'est toujours qu'on se dit, bon ok, j'ai besoin de produire plus, donc finalement je vais doubler ma ligne, changer une machine, etc. Certes, ça va résoudre le problème, mais il y a beaucoup mieux à faire d'abord. Et en bonus, il voulait consommer moins d'énergie, et ça donc je le mettrai à la fin de la vidéo, dans la description. Ce sera une vidéo bonus qui sera sur mon site si vous voulez voir comment maîtriser la consommation par exemple sur ce site industriel. Donc pour répondre aux objectifs qu'avait le directeur d'usine, qui était donc produire plus sur son site sans pour autant remplacer une machine ou changer ou acheter une nouvelle machine, je vais vous parler que de certains axes les plus gros, qui sont d'abord le produire plus vite. J'ai vu que par rapport à la façon dont il gérait ses lignes avec des ordonnanceurs en Excel, etc., il y avait une grosse possibilité de produire plus vite. J'ai également vu que par rapport à comment était gérée la maintenance, on pouvait augmenter la disponibilité des lignes, donc ça veut dire le nombre d'heures que tournent les lignes, versus quand il y a beaucoup de panne, en fait, vous pouvez pas tourner, donc forcément vous produisez pas, et donc vous produisez moins. Pour l'énergie, comme je vous l'ai dit, donc ça sera un bonus à part, mais une chose que j'ai très rapidement vue, c'est qu'il y avait aucun suivi temps réel de l'énergie. L'état actuel sur les lignes de production pour la gestion de la production, c'est ce qu'on voit très classiquement en fait dans beaucoup d'industries, c'est-à-dire à base d'Excel et de papier. Si je vous le décris un peu, c'est en fait les fameux ordonnanceurs. Ils créaient sur Excel le planning de la journée pour chaque ligne de production et pour la semaine. Ils le donnaient aux responsables de production et aux différents opérateurs qui respectaient ce planning. Le petit souci qu'il y a avec ça, c'est que quand on fait du planning Excel, en fait on l'envoie, rétrospectivement on voit ce qui s'est fait, mais on ne change plus entre guillemets son modèle de connaissance, puisqu'il est mental, on n'a pas fait une macro Excel. Donc en fait on se dit ah oui d'accord, ok, j'étais un petit peu optimiste sur la référence BB32 par exemple, la prochaine fois que je la ferai, je saurai qu'il faut un peu plus de temps, ou alors que le nettoyage entre est un peu plus long, etc. En fait toute cette finesse qui fait que sur toutes les productions qu'on a à faire, il faudrait connaître de façon précise et mettre à jour en fait son modèle de connaissance, et donc il faut bien un outil pour adapter en fait le réel par rapport au passé, pour adapter en fait la future prévision par rapport à tout le passé et tout l'historique qu'on a. Pareil, du fait qu'on gère sur Excel, en fait la façon dont on va gérer à la fois les matières premières consommées et puis même les produits intermédiaires et les produits finis, elle va encore se baser sur de l'Excel et des quantitatifs qu'on a fait il y a un certain temps et qu'on essaie de mettre à jour, mais qui n'est pas adapté en fait en temps réel par rapport à ce qu'on fait. La répercussion assez simple, ça va être qu'on va avoir soit trop de stock, soit pas assez en matières premières, et pareil en produits semi-finis, voire finis. Donc soit en fait on va se rapprocher d'une famine ou d'une rupture de stock ou de livraison,
soit à l'inverse, et c'est plutôt vers ça en général qu'on penche, c'est que pour éviter ça, on va faire du surstock et donc mettre de la trésorerie dans l'usine alors qu'on n'aurait pas besoin. Évidemment, vu qu'on se base en fait sur des sensations en fait et non pas sur des calculs basés sur l'historique, on va avoir un encours de fabrication qu'on maîtrise pas complètement et donc on n'est jamais à 90% de respect du planning. De même, vu qu'on n'arrive pas à faire du suivi en temps réel et fin sur les machines, on n'arrivera pas à savoir quels sont les problèmes qui nous ont empêchés de produire à la cadence souhaitée. Ce qu'on va mettre en place, c'est un logiciel donc de gestion de production qui fait même plus que ça. On appelle ça un Manufacturing Execution System. Et lui, en fait, il a plusieurs tâches. Exactement, il y en a 11. Je vais vous en décrire certaines. Par exemple, il a la capacité de calculer votre taux de rendement, que ce soit un TRS ou un TRG, peu importe. En fait, lui, vu qu'il est connecté à votre machine, il va à la seconde, voire à la milliseconde, tout voir. Et donc, s'il y a des micros-arrêts qui sont souvent pas vus par les opérateurs, lui, il va les voir. Il va les enregistrer. Par exemple, il va vous dire que pendant 2 minutes, vous n'avez pas produit et la machine s'est relancée parce qu'il y a eu un micro-arrêt. Et donc, vous allez pouvoir traquer déjà tous ces micro-arrêts qui font que, sans panne et sans non-qualité, malgré tout, vous êtes à une cadence plus basse que la théorique parce que vous avez beaucoup de micro-arrêts. Et dans certaines industries, les micro-arrêts, ils sont vraiment très nombreux et ça peut baisser d'au moins 10 à 20 points un taux de rendement. Vous allez aussi pouvoir, avec un outil comme ça, identifier sur votre ligne de production où est le goulot d'étranglement et donc y travailler pour le supprimer. De même, sur un outil comme ça, il va ordonnancer en fait vos productions et il va mieux caler chaque lot de fabrication que vous devez faire que par rapport à un humain. Parce que lui, en fait, il va se baser sur ce qu'essaye de faire un humain ou un Excel, c'est-à-dire regarder à la fois les ressources humaines que vous avez, matérielles, ressources matières, le temps qu'il vous faut pour produire, les différents nettoyages et votre temps d'ouverture. Et en fait, le calcul pour lui, c'est un pur calcul mathématique, donc vu que c'est un ordinateur, ça va très vite. Il va au mieux ordonnancer ces différentes productions pour que vous arriviez à respecter votre planning de fabrication. Et ce qu'on dit, c'est qu'en général, avec ce genre de logiciel, on arrive à 80-90% de respect du planning de fabrication. Le MES contient un volet, tout un volet même, instruction au poste de travail, qui va en fait guider des nouveaux arrivants ou rappeler aux seniors qui n'auraient pas fait depuis un certain temps cette recette-là, qui ressemble beaucoup à une autre, en quoi elle est différente et comment bien produire. Et donc grâce à ça, on va évidemment augmenter la qualité et baisser le nombre de retours clients, ce qui fait qu'au final, avec tout ça, on va produire plus vite et surtout, donc, produire plus, comme le veut le directeur de l'usine. Et un autre volet que j'ai rapidement vu dans cette usine, c'est tout ce qui est animation à intervalles courts parce qu'elle est en papier. Je ne vais pas vous détailler dans cette vidéo comment, pourquoi et quel gain on pourra avoir de passer du papier au digital. Je vais vous mettre par contre ici la fiche qui vous permet de vous voir les 12 gains qu'on peut obtenir à digitaliser ce processus. Je vous en parlais que de un pour vous inciter à aller voir cette vidéo. C'est par exemple sur la collecte. Si vous avez une usine de 200 personnes, juste sur la partie collecte de ce qu'on appelle l'AIC digital, de passer du papier au digital, vous allez gagner en moyenne 150 000 euros par an, ce qui est assez énorme. Et les autres gains sont encore plus importants, mais ils sont difficilement quantifiables. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo. Le dernier axe, c'est la maintenance. Pourquoi la maintenance? On l'a déjà dit, c'est que si la ligne ne s'arrête pas, alors on peut produire, donc forcément on pourra plus produire que si on avait eu une panne. Sur cette usine, comment on fait pour la maintenance? C'est en fait, si je peux dire, la culture d'entreprise, c'est de se former sur le tas et d'attendre que ça casse pour réparer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se forme sur le tas, certes on arrive à se former, mais il faut au moins 2 à 10 fois plus de temps que si on nous avait formé pour arriver au même niveau de compétence. Ce qui veut quand même dire que par rapport à si vous formez sur le tas sur une panne, s'il fallait 1 heure à quelqu'un pour la réparer et que vous en mettez ne serait-ce que 2, sachant qu'une heure de production dans l'industrie c'est entre 10 000 et 100 000 euros, vous venez de faire perdre 10 000 à 100 000 euros, puisqu'on met 1 heure de plus par rapport à quelqu'un de formé, à votre entreprise, ce qui à mon avis paierait largement la formation, même étendue et en détail, de ce nouveau mainteneur. De plus, quand on se forme sur le tas, en fait, on peut mal se former et donc répéter systématiquement les mêmes erreurs et donc réparer entre guillemets mal et donc ça retombe plusieurs fois en panne. Mais aussi à l'inverse, on peut, quand on est nouveau, soit de sa culture de l'école, soit de son autre entreprise, mieux réparer ou plus rapidement que ses collègues et en fait ne pas leur partager parce que c'est pas la culture d'entreprise. Ses collègues ne vont pas bénéficier de votre connaissance et donc ils vont continuer à réparer plus lentement que ce qu'ils pourraient. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de ne pas partager la connaissance va faire en sorte que le niveau global de l'équipe de maintenance va être beaucoup plus bas que s'il y avait un partage de connaissances. En quoi c'est fâcheux, c'est que si ce niveau global de maintenance et de compétences est faible, vous allez forcément mettre beaucoup plus de temps que si vous aviez partagé la connaissance et donc, on l'a vu, 1 heure, ça représente quand même de 10 à 100 000 euros. C'est énorme, sachant que des pannes dans l'industrie, malheureusement, il y en a beaucoup.
Et donc si à chaque fois vous multipliez ça par chaque panne, ça peut vous coûter vraiment très cher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? En fait, on va s'appuyer encore sur des outils de l'industrie 4.0, c'est-à-dire qu'on va créer un parcours de formation pour un nouveau mainteneur. Ce parcours de formation, ça va être tout un volet sur les 10 pannes les plus probables et les plus fréquentes dans cette usine, avec comment la reconnaître et comment dépanner. Au lieu de faire par contre une fiche papier, qui pourrait être du coup très longue, parce que sur une même panne, on va expliquer comment la vérifier et donner tous les cas possibles de réparation possible. Et donc ça fera un document très long et très lourd. Et en plus, vu que c'est de l'écrit, ça serait sujet à interprétation. On va plutôt se baser sur des formats digital. On s'en rend pas compte, mais on est guidé à travers la procédure papier, pas à pas. Et en plus, on peut mettre une vidéo, une photo, qui va rendre beaucoup plus concret pour la personne qui va lui montrer ce qu'il a à faire ou ce qu'il doit voir et contrôler. Par exemple, s'il doit contrôler juste un câblage, c'est plus parlant de lui mettre une photo que de lui expliquer par texte. Si par exemple, il doit aussi faire un geste pour débloquer une pièce mécanique, il n'y aura rien de mieux qu'une vidéo. Donc, dans ce parcours de compétences, on rappelle, on met les 10 pannes les plus probables et comment les réparer sur un support digital qui combinerait vidéo, images et procédures pas à pas sur un écran de préférence mobile, puisque l'opérateur devra être toujours mobile et pas à son bureau quand il devra dépanner. D'ailleurs, j'ai fait un focus sur les procédures digitales pour expliquer comment les faire dans une autre de mes vidéos que je vous mets ici dans la fiche. Ce que je conseille globalement, c'est le triptyque suivant, c'est que on s'entraîne sur la réalité virtuelle, puis on met en pratique sur la réalité augmentée, et surtout, quand on a fait ces deux choses-là et qu'on se dit, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai fait, je pourrais faire mieux, on puisse avoir en tant que mainteneur la main pour faire des propositions de mise à jour, autant sur la partie réalité virtuelle que sur la partie procédure réalité augmentée. C'est vraiment important que ce soit les mainteneurs qui fassent eux-mêmes vivre ces procédures, sinon elles vont être rapidement oubliées parce qu'obsolètes, parce que pas parfaites, parce que les pratiques ont changé. Donc c'est un point clé, c'est que cet outil soit facilement utilisable par des mainteneurs sans avoir un informaticien à côté ou un automaticien. Au global, l'équipe de maintenance va avoir plus de compétences et donc on aura moins d'arrêts de ligne et donc on va produire plus vite, comme le souhaitait le directeur de l'usine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et n'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur comment maîtriser l'énergie et quelles solutions je vais proposer, je vous mets ici en description et en commentaire le lien vers le bonus sur maîtriser l'énergie dans l'usine.